Bonjour à tous, je suis Cécile Goubet, la directrice générale de l'Institut de la finance durable. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à un sujet clé. On le voit d'ailleurs à la quantité de personnes qui assistent à cette table ronde et nous vous en remercions. La CSRD, elle est entrée en vigueur progressivement depuis le 1er janvier 2024 et elle marque un tournant véritable dans la manière dont les entreprises doivent rendre compte de leurs impacts environnementaux, sociaux et sur les sujets gouvernance. La CSRD va pousser les acteurs économiques à intégrer la durabilité dans leur modèle d'affaires. Nous sommes donc à un moment charnière où le reporting extra-financier peut devenir un véritable levier de transformation. Pour que ce cadre réglementaire atteigne son plein potentiel, il s'agira d'éviter d'être dans une démarche de pure reporting ou de tick the box pour réellement travailler sur des enjeux de transformation. Par ailleurs, ce cadre va aussi servir les exigences de transparence et de comparabilité sur le reporting que nous connaissons tous. Aujourd'hui, avec l'aide de nos intervenants, nous allons explorer comment la CSRD pourrait devenir bien plus que cet outil de reporting et comment elle peut contribuer à une transformation profonde vers une nouvelle économie. Pour ce faire, nous accueillons Patrick Decambour. Vous êtes président du Sustainability Reporting Board de l'EFRAG depuis novembre 2022 et vous étiez au préalable président de l'autorité des normes comptables, donc en première ligne sur l'ensemble de ces sujets-là. Florence Pebernès, vous êtes la présidente du collège de la Haute Autorité de l'Audit qui a succédé depuis le 1er janvier 2024 au Haut Conseil du Commissariat aux comptes, pour lequel vous occupiez cette fonction depuis le 1er avril 2021. La Haute Autorité de l'Audit a reçu la mission légale de superviser les CAC et les auditeurs de durabilité qui vont certifier les rapports de durabilité, donc les rapports de CSRD des entreprises. Grégoire Etienne, vous êtes cofondateur et directeur commercial de Greenscope. Vous consacrez votre énergie à aider les entreprises et les investisseurs à s'engager dans la transition essentielle que nous vivons aujourd'hui pour conduire les organisations de demain. Valérie Combe-Santonia, vous êtes directrice de l'impact et membre du comité exécutif de BPCE. Vous pilotez la stratégie environnementale et sociétale du groupe et vous avez longtemps travaillé en caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, puis en Loire-Centre, où vous avez accompagné le tissu économique local. Vous connaissez donc bien les enjeux des entreprises, mais aussi des acteurs locaux. Alexandre Rambaud, docteur en mathématiques et en sciences de gestion, vous êtes maître de conférences à AgroParisTech et chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine, et également académique fellow à l'Institut Louis Bachelier. Vous co-dirigez la chaire comptabilité écologique avec le département économie et société du Collège des Bernardins. Vos recherches portent sur la théorie de la comptabilité financière ainsi que sur la comptabilité et l'économie écologique. Vous co-développez dans ce cadre le modèle CARE. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, pour rentrer dans les débats, Patrick Decambour, en tant que président de l'EFRAG, pour commencer, peut-être vous pourriez nous rappeler un peu l'ambition initiale de la CSRD et ce qu'on imagine comme impact souhaité sur les entreprises. Avec plaisir, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes à un moment clé, vous l'avez dit, parce que ce qui a été amorcé début 2020, c'est-à-dire avec la précédente commission, enfin je dis la précédente commission, la commission qui est en train dont le mandat est en train de s'achever, est en train de rentrer en pratique. Donc le chemin a été laborieux parce que élaborer des normes est quelque chose d'extrêmement sérieux et demande un travail fondé sur une approche multi-parties prenantes, etc. Je passe sur tous les détails de l'élaboration. L'objectif qui nous a été fixé, et que nous avions d'ailleurs suggéré dans nos travaux préparatoires, qui nous a été fixé par la CSRD, est bien de créer un second pilier de l'information normée des entreprises sur un pied d'égalité avec les états financiers. Donc, le rapport de durabilité, en anglais Sustainability Statement,
est bien la deuxième jambe de la partie normée de l'information des entreprises. Donc, d'où l'élaboration des standards selon une logique progressive. L'année dernière, en juillet 2023, le premier jeu de standards dit secteur agnostique a été publié, 12 standards, qui ont pour objet de traiter les sujets qui sont communs à toutes les entreprises. Nous sommes en train de travailler sur la deuxième couche, qui est la couche complémentaire de standards, les standards sectoriels, mais il nous faudra plusieurs années pour couvrir tout le terrain. Et par ailleurs, en l'absence de standards sectoriels, en théorie, une entreprise, une fois qu'elle a fait l'évaluation de l'ensemble de ces impacts, risques et opportunités significatifs, doit couvrir par des informations pertinentes tous ces sujets. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de standards sectoriels, il faut couvrir par ce qu'on appelle des informations entity spécifiques. Il y a un jeu entre les deux, les deux dernières couches de cette construction, de cette architecture. Donc on en est là, et effectivement, c'est un changement assez radical par rapport à ce qui précédait, puisque nous étions dans un environnement où les caractéristiques de qualité qui sont requises d'une information n'étaient pas là. Je rappelle quelles sont ces qualités. Pertinence, image fidèle, comparabilité, vérifiabilité, je ne sais pas si c'est un mot français vraiment, mais je crois qu'il est utilisé, et compréhensibilité, là aussi quasi néologisme. Bon, ces 5 qualités sont essentielles. Les 3 premières, notamment sur la qualité requise de l'information. Non seulement on doit être pertinent information par information, mais on doit globalement donner une image fidèle des questions de durabilité. Donc, c'est fondamental, et on voit bien aujourd'hui qu'au moment où la première vague d'entreprises est en train de préparer ses rapports, c'est-à-dire celles qui étaient soumises à la précédente réglementation, NFRD, elles avaient peut-être l'habitude, mais on voit une forme d'agitation en ce moment et de réflexion sur est-ce qu'on n'est pas allé trop vite ou un peu trop profond pour la deuxième vague, puisque, comme vous le savez, les entreprises qui sont dans le périmètre de la CSRD vont jusqu'aux entreprises, sont toutes les entreprises dites grandes, qui vont jusqu'à 250 salariés, un peu plus de 250 salariés. Donc il y a un grand spectre des très grandes aux petites grandes, si j'ose dire. Donc sur ces bases-là, en dehors des interrogations qu'on voit aujourd'hui au niveau politique, nous continuons à travailler dans le cadre de notre mandat, étant précisé que ça nous paraît absolument essentiel pour changer le cadre dans lequel, jusqu'à maintenant, se produisait l'information, à la fois en termes de qualité, je l'ai dit, mais aussi en termes de coût. Parce que la standardisation, c'est une mesure de simplification. Ça permet non seulement la qualité, comparabilité, pertinence, image fidèle, mais ça permet aussi la réduction des coûts, puisqu'on sait où on doit aller. Et ça évite évidemment ce que l'on appelle le greenwashing ou l'ESG washing et tous les risques associés. Et par ailleurs, ça évite évidemment la multiplication exponentielle de questionnaires qui tombaient sur les entreprises, qu'ils viennent des banques, des organisations non gouvernementales, des partenaires, dans la supply chain. Donc on est à un moment clé. On va voir les premiers résultats. Je dois dire que nous sommes très impatients de voir, parce que le travail du normalisateur n'est pas facile, mais il a besoin de voir comment ceci se présente en réalité. Il a fait ses meilleurs efforts, et on va voir dès le printemps prochain plusieurs milliers de rapports apparaître. On espère qu'on verra le progrès, et je crois qu'on a les fondements pour que ça se passe ainsi. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Florence Pébernès. Donc, on a discuté là de la question de la qualité, de la standardisation, de avoir 2 jambes à la fois sur la partie indicateurs financiers et indicateurs ESG.
avec la mission qui a été confiée à la H2A, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le rôle que vous voyez pour l'audit et les commissaires aux comptes d'ailleurs, dans la vérification des informations de durabilité dans ce cadre? Oui, merci de m'avoir invité. Je réponds très volontiers pour vous dire que, puisqu'il faut que les deux jambes aient la même force, elles doivent, et c'est ce que la directive a prévu, elles doivent proposer aux informations de durabilité le même niveau de confiance que celui que nous avons sur les informations financières. Et ce niveau de confiance, il est assuré par la certification de ces informations financières. Et nous aurons donc une certification. Alors la France utilise ce mot, les anglo-saxons et l'Europe utilisent plutôt le mot d'assurance. Nous avons donc demandé, dans la loi qui a été celle de transposition de la directive en décembre 2023, que ces informations soient certifiées et qu'elles le soient par des commissaires aux comptes, mais pas seulement, parce que les entreprises françaises avaient demandé d'avoir le choix de leur certificateur, davantage que simplement les commissaires aux comptes, ce que la loi française a fait en levant l'option. Et donc nous aurons en plus une nouvelle catégorie de professionnels qu'on appelle les auditeurs de durabilité dans la loi française, et ceux qui seront chargés de donner cette confiance que l'on attend des informations produites par les entreprises sur ces sujets de durabilité. Ils le feront selon la démarche d'audit très traditionnelle que suivent les commissaires aux comptes depuis des décennies et qui est codifiée dans le Code de commerce français sous forme de normes d'exercice professionnel. Il n'existe pas encore de normes d'audit de durabilité. Nous savons que la Commission européenne nous l'a promis pour 2026. Et en attendant, la Haute Autorité, qui est l'organe qui est chargé de réguler les commissaires aux comptes dans leur mission traditionnelle, qui a reçu de la loi cette mission de réguler les auditeurs de durabilité et les CAC divers, même si évidemment ce n'est pas une expression légale, eh bien, elle a produit un avis technique en juin 2023 qu'elle vient de mettre à jour sous la forme de lignes directrices. Et elle l'a publié, la Haute Autorité, ces jours-ci. Elle la traduira d'ailleurs en langue anglaise. C'est 25 pages et qui explique comment un auditeur de durabilité ou un commissaire aux comptes verts doit s'y prendre pour obtenir que nous ayons une assurance limitée, en tout cas, que les informations données par les entreprises répondent aux critères que Patrick Decambour vient de vous expliquer et qui sont exigés par les ESRS. Alors, comme c'est une nouvelle mission, très différente de ce que faisaient auparavant les vérificateurs de la NFRD avec les déclarations de performance extra-financière, dont on sait, M. Decambour l'a dit, qu'elles ne remplissaient pas toutes les exigences et elles étaient pas dans des niveaux de comparabilité suffisants, surtout pas reliés aux états financiers, et qu'on ne trouvait pas dans la traduction dans les états financiers des trajectoires que l'entreprise pouvait décrire dans cette déclaration de performance extra-financière. Donc on a demandé aux commissaires aux comptes et aux auditeurs de durabilité de progresser en compétences. C'est ce qu'ils sont en train de faire. La loi leur impose, pour ceux qui sont déjà diplômés ou déjà inscrits comme commissaires aux comptes, de suivre 90 heures de formation avant de pouvoir être inscrits sur les nouvelles listes que tient la Haute Autorité, puisqu'elle inscrit les commissaires aux comptes traditionnels, mais maintenant elle inscrit les commissaires aux comptes divers et les auditeurs de durabilité qui ont suivi ces 90 heures. C'est ce qu'ils sont en train de faire cette année. En même temps qu'ils ont contacté leurs clients pour les convaincre de leur confier les mandats de certification de durabilité et qui sont même en train de commencer leurs travaux avec les entreprises qui sont embarquées dans cette obligation pour ce premier exercice 2024. À ce jour, la Haute Autorité en a inscrit 700 des commissaires aux comptes. Je vous rappelle qu'ils sont 11 800 personnes physiques en France, donc 700. On vient d'avoir ce certificat d'attestation, cette attestation des 90 heures, et 8
auditeurs de durabilité, c'est-à-dire des personnes physiques qui sont plutôt rattachées soit à des cabinets d'avocats, soit à des tiers indépendants de certification que sont le Bureau Veritas, la PAV, la FNOR, etc. Voilà où nous en sommes. Alors, c'est la haute autorité de l'audit qui est positionnée pour voir s'ouvrir ce nouveau marché de la certification de la durabilité, puisque chacun de ces professionnels devra lui déclarer son activité. Donc nous allons voir qui décroche des mandats. Est-ce que c'est de la coassurance, comme il y a de la commissariat aux comptes, puisque c'est facultatif? Les entreprises vont-elles choisir 2 vérificateurs ou seulement un seul? Et puis, quelle durée du mandat elles vont lui confier, puisque la loi laisse un peu de choix. Et puis, nous allons évidemment commencer nos contrôles, puisque nous contrôlons évidemment les commissaires aux comptes qui certifient les informations financières. Nous allons évidemment contrôler les auditeurs de durabilité, commissaires aux comptes verts. Nous commencerons nos contrôles à la fin de l'année, puisque nous voulons pouvoir, dès le début, commencer à comprendre, dans le dialogue que les contrôleurs ont avec les professionnels, quelles difficultés ils ont rencontrées dans le suivi de l'élaboration du rapport avec l'entreprise, dans les sujets d'audit qu'ils se sont posés, le périmètre de reporting est-il respecté, les données ont-elles été écartées, pourquoi, comment l'entreprise a construit son plan de transition, comment elle a établi sa table de matérialité. Tout ça est ultra technique, très d'ailleurs en phase avec ce que font habituellement les commissaires aux comptes sur les états financiers. La seule difficulté, c'est que là, il s'agit de données extrêmement diverses, pas seulement des euros, et sur des sujets de très grande technicité, variés. Quand on parle de traitement des déchets, de consommation d'eau, de calcul de production de gaz à effet de serre, tout ça, c'est du sujet extrêmement technique qui nécessite donc que l'équipe d'audit soit pluridisciplinaire pour parvenir à une qualité telle qu'elle est exigée par la directive et les CESRS. Voilà ce que je peux, je crois, répondre à votre question, madame. Merci. Je vous remercie pour cet aperçu extrêmement clair et précis, à la fois de l'organisation et des choses qui se mettent en place au fur et à mesure sur ces questions de rapport de durabilité. Je me tourne maintenant vers Grégoire Etienne. Donc, vous êtes cofondateur et directeur commercial de Greenscope. Vous êtes au quotidien auprès des acteurs qui doivent effectuer en fait cette démarche de reporting. Est-ce que déjà vous voyez des grandes tendances peut-être se dessiner auprès de vos clients dans la façon d'appréhender ce sujet? Et est-ce que vous avez déjà peut-être une vision des impacts que cela peut avoir pour les entreprises, à la fois en termes d'organisation et peut-être aussi en termes de création de valeur? Merci. Du coup, avant de parler des entreprises, j'aimerais commencer par vous remercier tous d'être présents ici, parce que le fait qu'il n'y ait pas assez de place dans la salle, par exemple, est un très bon marqueur que de la dynamique globale qu'on a là-dessus, qui me redonne espoir. Comme en 2021, j'ai découvert le plan d'action pour la finance durable, et je me suis dit, enfin, effectivement, il y a des textes qui sortent, il y a des choses qui vont dans le bon sens, qui sont assez contraignantes, exigeantes, et qui vont nous permettre d'aller dans la bonne direction. Donc merci effectivement, entre autres à Patrick, et à tous les membres de l'EFRAG aussi qui font ça. À l'époque, moi j'étais 4 dirigeants dans une ETI en région, et le président de la boîte, boîte croissance à 2 chiffres, hein, donc très bonne performance financière, la perspective d'engager ne serait-ce qu'un premier bilan carbone, même sur le scope 1 et 2, était complètement impensable. Et au même moment, je découvre le plan d'action pour la finance durable, alors que j'avais déjà entamé des engagements personnels sur le sujet. Du coup, j'ai quitté effectivement cette entreprise pour me consacrer à plein temps à Greenscope, pour aider les entreprises et pour surtout aider en fait à ce déploiement du plan d'action pour la finance durable. Et il y a 3 mois, donc un peu plus de 2 ans après avoir vu le fondateur de cette entreprise pour la dernière fois, il m'explique qu'en 24 mois, il a fait 2 évaluations EcoVadis, il est enfin en train de faire une 3e et il améliore à chaque fois sa note, donc il a pris en compte plein d'enjeux. Il a fait 2 bilans carbone, il est en train de construire une stratégie de décarbonation, il a fait un premier rapport ESG volontaire et il est en avance de phase en train de se préparer pour faire un premier rapport CSRD. Donc ça m'a à nouveau encore donné espoir et je me suis dit, même si ce n'est pas forcément la norme, ça montre que même des entreprises qui ne se sentaient pas concernées il y a encore 2 ans, 3 ans,
considèrent aujourd'hui maintenant que c'est une opportunité et prennent le sujet à bras-le-corps. Donc ça montre une très bonne dynamique que je trouve très réjouissante en tant que personne très engagée. Pour étayer du coup un peu plus le propos et répondre à la question, je vais vous partager quelques éléments d'une super étude que je vous invite à regarder, faite par PwC et sortie en juin 2024. Ils ont questionné du coup 500 entreprises qui sont concernées par la CSRD en 2025 et en 2026. Donc pas que des grosses boîtes, je préfère effectivement mettre ce point. Et on en sort quelques chiffres intéressants. Le premier, c'est que 60% des entreprises qui sont interrogées sont confiantes dans leur capacité à reporter dans les temps. Donc 60%, c'est une petite majorité, mais je vais m'arrêter au terme majorité, qui montre que du coup, même si le cadre est effectivement engageant, contraignant, il est possible de le mettre en place et globalement, la majorité des entreprises est confiante pour y arriver. Le deuxième chiffre, c'est 80%. Et celui-là m'intéresse beaucoup plus, puisque 80% du coup des entreprises interrogées considèrent que la CSRD va intégrer les notions de durabilité durablement dans les décisions prises par les entreprises. Et ça, c'est encore plus réjouissant parce que c'est tout l'objectif, en fait, effectivement, de la réglementation. Donc, dans une moindre mesure, ce n'est pas 80%, il y a d'autres chiffres intéressants autour des perspectives que la CSRD va permettre d'intégrer, comme par exemple la possibilité de mieux maîtriser les risques, sur lequel il y a aussi une large majorité, la possibilité de mieux intégrer les parties prenantes dans les décisions, et encore dans une mesure plus faible, des perspectives d'économie de coûts et des perspectives aussi de croissance générées par le fait d'appliquer la CSRD de façon intelligente. Et point intéressant sur ces deux derniers aspects du coût économique, plus les entreprises sont avancées dans l'exercice de reporting, plus elles distinguent et elles perçoivent, elles captent en fait cette opportunité qui est générée par la CSRD. Donc j'ai bon espoir qu'effectivement, plus les entreprises avancent sur ce sujet, plus elles considèrent pratiquement unanimement que ça devient une vraie opportunité. Donc c'est pas si compliqué, c'est possible d'en tirer des bénéfices. Donc on doit se dire quand même que la grande majorité des entreprises ont effectivement entamé un exercice de reporting et sont bien avancées. Mais donc pas exactement. En fait, il y a 40% des entreprises interrogées qui ont fait une première analyse de double matérialité. Il y en a 20% qui ont fait le gap analysis, c'est-à-dire identifier quelles sont les données disponibles parmi celles sur lesquelles il faudra que je reporte. Donc on voit qu'il y a encore quand même beaucoup de chemin à parcourir. Et les principaux du coup, obstacles qui sont cités dans ceux qui ont plutôt avancé sont l'accès à la donnée, c'est-à-dire où trouver l'information et faire en sorte que la donnée soit remontée, soit de qualité et soit exhaustive. Il y a la complexité évidemment de la réglementation, et entre autres de l'intégration de la chaîne de valeur dans cet exercice de reporting, et la notion de compétence. C'est vrai que beaucoup d'entreprises en fait en interne n'avaient pas forcément ces compétences avant. Et la très bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est très nombreux ici à représenter la compétence sur ces sujets, et donc les entreprises vont pouvoir s'adosser effectivement à tous les experts présents sur le salon et ailleurs pour pouvoir les aider sur ces thématiques. Donc en synthèse, c'est un sujet qui est complexe, c'est aussi une opportunité. Il y a de vrais défis à relever. Si je devais terminer sur un point, c'est de dire quelles sont les bonnes pratiques que nous avons observées et que je pense qu'il faut un peu l'unanimité. La première, du coup, c'est la notion de gouvernance. Donc ça passe forcément par une bonne intégration de la gouvernance. Donc il faut que les directions des entreprises soient impliquées. Il faut encore plus spécifiquement que les directions financières, voire de l'information juridique, les directions aussi potentiellement du développement durable, s'il y en a effectivement dans les entreprises, soient bien intégrées. Intégrer les parties prenantes aussi, évidemment, parce que c'est tout l'objectif de cette réglementation. Deuxième point, du coup, c'est de mobiliser les bonnes ressources en interne. Il m'arrive encore de voir des dirigeants d'entreprise qui me disent « je n'ai pas de responsable ESG et ce n'est pas envisageable que je dédie 20% de mon temps à l'exercice ». Ça, c'est le seul côté négatif de mon discours, de mon intervention. Évidemment, ça va coûter de l'argent, ça va mobiliser des ressources. La bonne pratique est d'avoir quelqu'un à temps plein ou à temps partiel sur le sujet, et ça commence quand même à devenir la norme. Et le dernier, dans les bonnes pratiques à identifier, c'est évidemment la mise en place d'un dispositif, donc humain, on en a parlé, mais aussi informatique. Donc, on parle de beaucoup de points de données. Parfois, derrière chacun des points de données, il y a des sous-points de données. Évidemment, le traiter sur Excel est possible, mais apporte de la complexité et ne simplifiera certainement pas l'audit. Donc, des solutions digitales existent. CleanScope en fait partie pour vous aider à traiter tous ces lots de données, les
collecter, les consolider, les analyser et puis les reporter. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Valérie Combe-Saint-Tonia. Donc, avec votre expérience à la fois d'acteur financier et très centrée sur le terrain et les PME, comment vous, de votre côté, vous analysez la mise en œuvre opérationnelle de la CSRD, notamment justement pour ces petits acteurs économiques? Alors c'est une excellente question. On a effectivement ce poste d'observation privilégié au sein du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, dans la mesure où on accompagne à la fois des grandes entreprises internationales, avec notre Max-Datixis, mais aussi les acteurs partout sur les territoires, PME de toute taille, qui observent ou sont acteurs de la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Alors si on devait retenir deux choses, la première, et ça a été dit très justement, l'esprit du texte, cette idée de se dire qu'aujourd'hui la performance extra-financière doit devenir aussi robuste dans sa mesure que la performance financière, personne ne la remet en cause. On voit l'ensemble des acteurs qui appellent même de ses voeux et qui soulignent l'esprit du texte qui, pour reprendre les mots qui ont été prononcés par Patrick de Cambourg, vont nous aider à comparer les choses, vont nous aider à standardiser les choses, vont nous aider, c'était une des promesses, à simplifier la façon dont chaque acteur économique rend compte de ses plans de transition et même les organise. Ça, c'est un point commun. Ensuite, si on regarde dans la mise en œuvre opérationnelle, nous, on voit vraiment deux types d'acteurs qui se dessinent. D'un côté, les plus grandes entreprises, celles qui sont soumises, soit cette année, soit ça vient d'être dit très très justement, ceux qui vont y être soumis dans les 2-3 années à venir, qui se sont retroussés les manches, et on observe, le chiffre est tout à fait celui-là, qu'on a une courte majorité, mais une majorité qui se dit, bon, je comprends, je mets du monde autour de la table, je mobilise des moyens, et on va y arriver. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une seconde catégorie d'acteurs qui est le tissu économique composé de plus petits acteurs, les petites PME, mais aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont une activité marchande, mais aussi des acteurs publics, notamment dans les sociétés d'économie mixte qui accompagnent au niveau local ces acteurs-là et qui, par le jeu de la chaîne de valeur, commencent à avoir des questions de grandes ETI donneurs d'ordre qui sont soumises à la CSRD sur des questions plus techniques, de façon à ce que le reporting sur toute la chaîne de valeur soit efficient. Ça, dans l'esprit, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est précisément l'objet du texte que d'accompagner un mouvement général. Néanmoins, sur les acteurs de plus petite taille, ça pose une question clé qui est celle du rythme et de l'exigence. On l'a vu quand on parle de la formation des commissaires aux comptes, des gens dont c'est le métier que de compter doivent suivre plus de 90 heures de formation et doivent se mettre au sein d'équipes pluridisciplinaires pour comprendre tous les enjeux. Au niveau des plus petites PME, on n'a pas ni les moyens ni les compétences de s'organiser tout de suite sur ces sujets-là. Donc on a la question clé de l'accompagnement, la question clé de la pédagogie, comment, et nous c'est une de nos convictions, on coopère entre les différents acteurs de toute taille et de toute nature pour tenir compte de l'esprit de la loi en se donnant le temps qu'il faut pour accompagner ces changements. Et ça a été dit très justement par Patrick de Cambourg, là, ça se met en œuvre progressivement. La nature du texte était bien de commencer par les plus grands groupes et puis de s'étendre progressivement. Et on est en train de se poser collectivement ces questions de jusqu'où on va, à quel rythme, avec quel degré de profondeur, avec cette conviction qu'il est important que collectivement on se dise qu'on a quelques années d'exercice pour se forger des convictions. Et on travaille, nous, avec les acteurs économiques. Et en tant que banquier, on les accompagne. En France, on accompagne un peu plus de 20% de l'économie. En tant que banquier, on les interroge, ça a été dit, sur comment vous tenez compte de ces enjeux ESG. Et la conviction qui se dessine, c'est qu'il faut vraiment tenir compte de deux choses. D'abord, de la taille des acteurs, dans leur capacité à rendre des comptes là-dessus, et ensuite les secteurs économiques auxquels ils appartiennent. On n'a pas les mêmes enjeux en termes de ESG qu'on est un cabinet de formation, par exemple, ou un transporteur routier. Et on essaye, aux côtés des coalitions professionnelles, de bien observer quels sont les marqueurs propres à chaque secteur d'activité pour regarder comment, en respectant l'esprit de la CSRD, en s'appuyant sur une nomenclature qui est opérante pour tout le monde, on accompagne cette prise de conscience généralisée au fur et à mesure qu'on a des standards normés qui vont aider chacun à avoir une comptabilité comparable et un langage commun sur cette performance extra-financière. Merci beaucoup. Donc, comptabilité, ça fait parfaitement le lien avec ma question pour Alexandre Rambaud.
On voit bien que la CSRD va permettre d'avoir également des données beaucoup plus robustes, une mise en route d'une standardisation aussi de plus en plus importante aussi de tous ces aspects-là. Dans le cadre de vos travaux sur la comptabilité écologique, est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un point sur finalement comment la CSRD et ces concepts de comptabilité écologique peuvent contribuer en fait à cette transformation plus large des systèmes économiques? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question et de me permettre d'intervenir dans ce cadre. Ce qui se passe, c'est ce que Patrick rappelait. On est en fait, on commence à aller au-delà d'un simple exercice de reporting et dans le cadre de CSRD, on est, là d'ailleurs je reprends tes mots, c'est de la norme de management. Et c'est véritablement ça, c'est-à-dire qu'on commence à aller sur de la vraie comptabilité. J'ai tendance à dire, ce mot de vraie comptabilité, c'est-à-dire que derrière la comptabilité, ce n'est pas simplement l'exercice de communiquer, il y a toute la question, l'exercice de comment est-ce qu'on insère les informations dans le modèle d'affaires, comment ça structure le modèle d'affaires, comment on prend en compte les fonctions des indicateurs, comment est-ce que tout ça fait sens donc, dans le fonctionnement d'une organisation, comment ça va d'ailleurs jusque après dans le contrôle de gestion, au niveau opérationnel, etc. etc. Donc c'est d'ailleurs ça qui historiquement est à la base, par exemple des plans de compte. C'est pour ça qu'on dit que la comptabilité c'est le langage, mais aussi l'architecture des organisations. C'est-à-dire qu'on a véritablement avec la comptabilité un squelette, une modélisation véritablement de comment fonctionne une organisation, dans le cadre évidemment financier pour l'instant. Et ce qui est en train de se mettre en place progressivement, c'est la même idée dans le cadre justement de durabilité. Donc ça, c'est un point qui doit être absolument, alors déjà salué par rapport au travail qui a été fait, mais qui est déterminant. Parce que derrière la CSRD, il y a un début de ce qu'on peut appeler un cadre conceptuel avec des principes qui sont posés et justement un socle sur la façon de repenser le fonctionnement, de reposer en fait les bases du fonctionnement d'une organisation avec des éléments qui transparaissent sur une sorte de philosophie, on pourrait dire, sur la question d'avoir des objectifs, d'avoir des plans d'action, d'avoir des métriques qui soient alignées sur les plans d'action, d'avoir des ressources financières qui sont à ventiler par rapport à ça. Donc il y a tout un ensemble d'idées qui sont absolument déterminantes. Et justement, la question qui est en lien avec la comptabilité écologique, c'est que CSRD commence donc à faire le lien véritable avec justement ce qu'on pourrait appeler une vraie comptabilité de durabilité. C'est-à-dire une comptabilité qui repose le socle complètement, du fonctionnement des organisations en intégrant à la fois des enjeux financiers, mais aussi des enjeux extra-financiers, jusqu'à aller, alors après beaucoup de discussions par rapport à ça, mais une connexion d'une façon ou d'une autre entre ces enjeux. D'ailleurs, c'était marqué noir sur blanc dans l'ambition européenne, dans la feuille de route du plan d'action européen pour la finance durable, dans le rapport de 2018, où il était indiqué que l'ambition européenne est d'arriver en fait à cette convergence, c'était le mot employé, et en tout cas une connexion avec, encore une fois, c'est pas simplement une question de simplement communiquer. Évidemment, il y a la question de la reddition des comptes pour que des personnes en situation de décision puissent prendre des décisions. Mais derrière, c'est pas simplement de l'information, c'est pas des indicateurs. On n'est plus là en fait. On n'est plus dans la communication d'indicateurs. C'est vraiment la compréhension, de comment pourrait fonctionner autrement, reposer les bases du fonctionnement d'une organisation. Donc c'est ça l'enjeu historique de la comptabilité écologique. Et je dirais vraiment historiquement parce que les premiers travaux en comptabilité écologique datent des années 60. C'est pas nouveau, c'est pas du tout récent. Et les premiers, à la fois travaux de recherche, mais aussi d'expérimentation, les premières expérimentations de comptabilité écologique, c'est 1972. Donc là encore, c'est pas récent.
Et la volonté était littéralement de modifier le fonctionnement des organisations pour ensuite inciter à une modification de l'économie, avec une idée extrêmement forte qui était derrière, qui parcourt d'ailleurs énormément la pensée dans le cadre des travaux en comptabilité, qui est que la comptabilité façonne une grande partie de l'économie. C'est-à-dire que quand on parle de notions telles que les marchés, entre autres, ou même d'autres institutions économiques, c'est la résultante en fait des activités organisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des éléments surplombants, comme, encore une fois, le marché qui s'auto-organiserait tout seul. Non, il y a des organisations réelles qui sont derrière et qui font que justement les activités économiques fonctionnent en fait. Donc à partir de là, la conviction qui est apparue dès les années 60, il y a eu des prémices avant, mais c'était de dire si on donne un autre cadre, un autre langage pour les organisations, pour arriver donc à penser d'autres bases pour un modèle d'affaires, d'autres bases pour un fonctionnement, plutôt une évolution du fonctionnement. Comme ça, on va arriver donc à modifier les organisations qui elles-mêmes vont modifier l'économie. Donc c'est comme ça que ça a été littéralement pensé dès les années 60. Alors, évidemment, tout ça, le temps que ça se mette en place, il faut du temps. Il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup du coup aussi de débats sur comment on s'y prend. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que derrière cette question de comment on repose un fonctionnement, forcément, ça implique plein de façons de concevoir les choses, comment on prend les choses en compte, qu'est-ce qu'on veut justement comme autre fonctionnement. Et c'est ça qui était très intéressant avec CSRD, c'est que dans ESRS 1 et 2, je parlais d'un début de cadre conceptuel, on a des principes, et je pense que ce n'est pas encore complètement intégré, et c'est la fonction de la comptabilité, pose les bases de comment interpréter la durabilité d'entreprise. C'est-à-dire des questions, alors il y a la fameuse double matérialité, qui est vraiment une notion sur qu'est-ce qui est pertinent de prendre en compte, qui répond à une interrogation, sachant que la finance dite durable, historiquement, s'est construite sur la matérialité purement financière. Donc c'est pas rien en fait d'affirmer cette position, mais il y a des questions sur les horizons de temps à prendre en compte, sur les périmètres en fait à prendre en compte en termes de pollution, etc., etc. Donc c'est tout un cadrage, et c'est là où j'en arrivais aussi. C'est cette question de la convention et du cadrage qui permet justement de répondre à certains enjeux, à certaines controverses, pour poser les bases d'un autre type de fonctionnement, c'est-à-dire exactement la question qui a été posée historiquement par la comptabilité écologique. Et c'est mon dernier mot là-dessus, justement. Donc il faut justement encourager ce développement. Et évidemment, la chaire comptabilité écologique travaille activement sur ces questions. Et justement, on a l'occasion de participer aux formations des 90 heures pour les auditeurs et de travailler actuellement très pleinement sur CSRD. Merci beaucoup. Donc, on voit bien aussi cette question de comment on s'y prend. Peut-être, Valérie, est-ce qu'il y a des défis spécifiques que vous rencontrez justement dans le cadre de comment on s'y prend, peut-être notamment sur cette question de la chaîne de valeur et de cet illustre Scope 3 ? Alors, comment on s'y prend ? Je vais vous poser une petite question. Dans la salle, qui d'entre vous travaille actuellement à faire une CSRD pour son propre groupe ? En levant la main ? Ok. Donc comme moi, vous avez la joie et comme vous l'avez vu, mon poste est d'être directrice de l'impact. J'avoue avoir commencé l'exercice avec un certain enthousiasme, en disant c'est chouette, on a une méthode. Et nous, vous savez, on a un groupe coopératif, non coté, implanté sur les territoires. On revendique un impact positif sociétal, historique. Je me suis dit, pour nous, ça va être facile. Alors, on a fait un exercice, je vous mets au défi de faire le même. On est enfermé dans une pièce, on a à peu près 40 DRH dans notre groupe, ceux des caisses d'épargne, des banques populaires et de nos entreprises internationales. Et on a dit, on va commencer par un truc fastoche, les effectifs de notre entreprise. On est des acteurs en France soumis à une réglementation et on va ensemble coter l'impact, les risques et les opportunités sur nos effectifs de nos politiques sociétales. Eh ben, on a eu des longs débats sur ce qui nous semblait être la chose la plus simple à faire, de longs débats. Donc, première réponse à comment vous faites, ça suscite des interrogations. On a des normes, on a un cadre, mais on a quand même une marge d'interprétation dans la méthodologie qui est très très forte. Alors, comment on fait ? Une de nos bonnes pratiques, c'est on dialogue avec nos commissaires aux comptes. On fait nos ateliers, on documente, et puis on dialogue avec eux en disant, bon ben voilà, ça nous semble une bonne façon de faire, qu'en pensez-vous ? Et ils apprennent avec nous, comme vous le dites, c'est nouveau.
Une autre bonne pratique est de dialoguer avec ses pairs. L'objectif de la réglementation, c'est justement d'être comparable. Donc nous, on dialogue avec les autres banques. J'en vois dans la salle d'ailleurs, en se disant, bon, sur les effectifs de l'entreprise, notre impact sur la société, nous, on l'a coté de telle façon, qu'est-ce que vous en pensez, de façon à favoriser cette comptabilité. Alors ce qu'on fait, nous, en tant qu'entreprise, avec beaucoup d'ateliers et des dialogues avec nos CAC et avec les autres banques, on y arrive à peu près. Ensuite, là où on a des questions, c'est sur notre rôle en tant que financeur. Je finance, je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, plus de 20% de l'économie. On a une action internationale, hors Europe aussi. Et donc, est-ce qu'on doit être comptable dans la chaîne de valeur de tout l'impact de nos clients? Est-ce que quand, voilà, moi, groupe BPCE, je dis quel est mon impact sur l'environnement et sur chacune des composantes, le climat, mais aussi la biodiversité, la pollution, les ressources marines, est-ce que je dois recueillir chez tous mes clients leur propre impact, le sommer et en rendre compte? Si la réponse est oui, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est que la majorité de mes clients ne savent pas eux-mêmes comment en rendre compte. Donc on est vraiment en train de se poser ces questions-là, qui sont des questions vraiment de méthodologie. Et en termes de méthodologie, on a un autre défi. Sur le changement climatique et les gaz à effet de serre, notre profession est mûre. On travaille tous au niveau français et international, on a des mesures. Alors c'est pas facile, hein, selon les secteurs d'activité, on débat. Mais sur le carbone, je pense qu'on a une maturité qui permet en tout cas d'affirmer des méthodologies et de rendre tes comptes. Quand on rentre sur d'autres thématiques, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de méthode de place, il n'y a pas de standards internationaux. Nous, on dialogue avec nos clients, puisqu'on a besoin, nous aussi, pour les accompagner, de savoir comment ils ont intégré ces enjeux ESG dans leur modèle économique. En tant que banquier, nous, jusqu'à présent, on avait un langage, c'était le bilan, ça vient d'être dit, la comptabilité financière, et on a mis des décennies à savoir travailler, interpréter ça. En dialoguant avec nos clients, c'est faire. Sur l'extra-financier, c'est plus compliqué. On se retrousse les manches, on se dit qu'il doit y avoir un dialogue, mais on a cette conviction qu'il va nous falloir un peu de temps collectif, encore une fois, secteur d'activité par secteur d'activité, et en dialoguant avec le régulateur, avec les commissaires aux comptes, pour se dire quelles sont les méthodes communes qui sont pragmatiques, qui sont efficaces, qui permettent de respecter l'esprit de la loi et ensuite d'avoir ce langage commun qui va permettre la comparabilité et la transparence. Donc voilà, on est dans ce double exercice-là. Merci. Donc dialogue, accompagnement, ce sont des termes qui ressortent beaucoup depuis le début de notre table ronde. Alors, quelques questions ouvertes pour chaque intervenant. Bon, déjà, il y a peut-être un point sur le rôle de l'EFRAG en termes d'accompagnement. Et puis, on a déjà commencé à effleurer le sujet. Mais après, on voit bien qu'il y a besoin d'une collaboration entre les acteurs. Donc peut-être après, pour chacun d'entre vous, comment vous voyez cette collaboration? Mais déjà, accompagnement côté EFRAG. Tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Valérie. Le sustainability reporting, le rapport de durabilité, c'est pas un exercice facile, nous le savons, mais le point de départ, c'est de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire de faire l'évaluation des impacts, risques et opportunités significatifs, matériels de l'entreprise. Donc, votre dialogue de responsable RH ou votre dialogue avec les confrères ou votre dialogue avec les commissaires aux comptes, ça participe à la création de ce qui est en train d'émerger. J'espère que rien ne viendra l'entraver, mais c'est un écosystème qui est en train de se créer. Au début, on se dit « c'est compliqué », mais quand on voit le nombre de stands ici et la présence dans cette salle, on se dit l'écosystème, en tout cas dans ce beau pays qui est le nôtre, est en train de progresser. Ça implique d'ailleurs qu'on soit raisonnable dans le jugement qu'on porte sur les premières étapes. On ne fait pas tout bien spontanément, on n'a pas toutes les données le premier jour. Première réaction. Deuxièmement, moi j'ai noté dans ce qui a été dit 3 points que je crois essentiels. Le premier, auquel je souscris alors pleinement, le reporting vous l'avez dit Cécile, ça n'est pas un exercice de conformité. C'est un exercice de reporting sur quelque chose qui est intrinsèquement introduit dans le système de gouvernance et de management de l'entreprise. Ce n'est pas une addition, un branchement, une greffe exogène, pas du tout. Deuxièmement, évidemment, il faut avoir le sens de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter toutes les entreprises à la même aune. Et troisièmement, on l'a dit aussi, on est au moment de la mise en œuvre et les clés. Donc l'EFRAG, sur ce plan,
depuis bientôt 1 an et demi, dédie à peu près 40% de ses ressources à aider les entreprises. Et je cite 5 sujets rapides. 1, nous émettons des documents, des guidance, alors excusez-moi le néologisme, implementation guidance, donc des guides. On en a 3 qui sont sortis. Comment réaliser son évaluation de matérialité, comment prendre en compte la chaîne de valeur, qui est un sujet complexe par rapport à l'information financière, et quelle est la liste des points d'information, des data points, qui peut servir de référence pour faire le gap analysis qui a été évoqué. Et il y en a un 3e qui est en préparation et qui sera bientôt communiqué en termes de projet, qui est sur les plans de transition climatique, parce que c'est un sujet qui crée beaucoup de questions chez nous. Deuxièmement, donc un guide de mise en œuvre. Deuxièmement, nous avons une plateforme de questions-réponses. Nous avons reçu plus de 600 questions depuis que nous l'avons ouverte, ce qui nous pose d'ailleurs un petit problème parce que nos délais sont pas... Enfin, j'aimerais que ça aille plus vite, mais on a un process. Donc, on a répondu à 50% de ces questions. On est en train de traiter les autres. Il y en a qui ne sont pas pertinentes. Bon, bref, 600 questions depuis fin octobre de l'année dernière, donc en 10 mois. Troisièmement, nous avons livré, et j'insiste là-dessus, à la Commission, le système XBRL de tagging des data points. C'est clé parce que l'information ne se consommera pas en papier ou en PDF. Elle sera analysée par les utilisateurs sous format digital. Donc nous avons appliqué une méthodologie, je vous engage à regarder. Je forme le vœu que la mise en œuvre du système public qui est prévu en Europe ne traîne pas trop, parce que si c'était cela, on tomberait dans les mêmes errements que ce qui s'est passé pour l'information financière, à savoir trop lent. Et donc, à la fin, ça ouvre le champ à tous ceux qui veulent fournir cela contre argent, parce qu'on peut analyser des PDF, faire des synthèses. Les data providers vont trouver, si on n'a pas le système public, vont trouver un champ d'activité élevé. 4e, les PME. Donc, pour répondre à votre souci qui ne nous a pas échappé, nous avons réuni les banques, les grandes sociétés et les PME en leur disant quelle serait la plateforme d'information, et nous avons construit un standard d'application volontaire qui, nous l'espérons, sera adopté par les acteurs comme la base, s'ils veulent rajouter un indicateur peut-être, mais qui ne fasse pas de la surenchère. Et à partir de là, puisqu'on a fait cet effort de synthèse, les PME peuvent s'inscrire facilement, sur demande ou spontanément, dans le dispositif. On pourrait élaborer longtemps. Et enfin, nous travaillons évidemment sur ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire que nous travaillons sur le standard qui s'appliquera, parce que c'est une dimension qui est souvent ignorée, qui s'appliquera aux entreprises non européennes à partir de 2028. C'est la dimension extraterritoriale de la CSRD. Merci beaucoup. Du coup, sur l'autre question, on a vu effectivement qu'il y avait besoin de discussion et d'accompagnement et de dialogue avec l'ensemble des différents acteurs. Peut-être côté... est-ce que vous souhaitez prendre la parole, chacun d'entre vous, peut-être sur ces questions-là ? Côté régulation, nous avons travaillé aussi au niveau européen pour qu'il y ait les mêmes exigences de chaque régulateur de l'Union. Et nous avons aussi pris conscience, comme ça a été très bien décrit aujourd'hui, que nous sommes sur une démarche de progrès et que nous n'allons pas, dès la première année d'exercice, même lorsque ce seront les grandes entreprises qui en seront chargées, parvenir à l'excellence de reporting de durabilité. D'abord parce que la science avance sur ces sujets-là. Et puis aussi parce que, ça a été très bien décrit, ce sont tout de même des données pas si faciles que cela à produire.
Et donc, notre souci de régulateur a été de permettre cette démarche de progrès et de le faire apparaître aussi dans le rapport de certification que les commissaires aux comptes et les auditeurs de durabilité vont émettre pour les premiers au printemps prochain. Et comme nous savons qu'il y a ces écarts-là, et que pour un commissaire aux comptes ou un auditeur de durabilité, l'écart, quand il est significatif, c'est un vrai sujet, et que dans ce cas-là, il s'exprime sous la forme de réserve qu'il met dans sa certification, et que pour les entreprises et les lecteurs des rapports, une réserve, c'est toujours un souci. Nous avons proposé, et pas seulement pour les sociétés cotées, encore plus pour elles, nous avons le souci, nous l'avons partagé aussi avec l'ensemble des régulateurs européens, de proposer aux commissaires aux comptes de s'exprimer sous forme d'observation et pas seulement de réserve, de façon à ne pas se retrouver avec des rapports de certification, 15 réserves, et qui finalement n'arriveront pas à leur but. Le but, c'est de progresser dans la qualité du reporting de durabilité sur probablement plusieurs exercices. Et donc, nous leur avons proposé l'usage de l'observation qui a pour intérêt d'attirer l'attention du lecteur du rapport de certification et du rapport de durabilité sur des points sur lesquels l'entreprise n'est pas parvenue, mais elle le sait et elle le dit, à l'aboutissement de ce qu'elle aurait voulu, justement parce que les questions que vous décriviez très bien, madame, ne sont pas encore complètement tranchées par la direction, le conseil d'administration, le comité d'audit pertinent, et que justement, on attire l'attention du lecteur en disant « ça va venir ». Nous sommes sur le chemin, nous l'avons vu, nous savons que sur ce point-là, nous avons encore à progresser, mais à l'exercice suivant, on fera mieux. Et tous les régulateurs européens ont été d'accord pour accorder cette possibilité, enfin insister sur cette possibilité qu'ont les commissaires aux comptes, de même que nous avons produit 2 modèles de rapport de certification que les vérificateurs choisiront selon leur goût, de façon à nous assurer que quel que soit le professionnel qui exerce la mission de vérification, en tout cas, ces conclusions sont exprimées de la même façon. Merci. Peut-être rapidement, Alexandre Grégoire, à la fois sur cette question de meilleure communication entre les acteurs, et peut-être un dernier point aussi plus globalement sur est-ce que finalement tout ce cadre peut permettre on va dire une source de compétitivité économique aussi. Oui, sur la question des acteurs, c'est une question centrale. Je vais donner un exemple très rapide. Alors CSRD fait la connexion avec notamment les droits environnementaux et sociaux européens, par exemple avec la directive cadre sur l'eau. Directive cadre, donc dans le cadre pardon, de tout ce qui est évidemment écosystème aquatique. Et dans le cadre de la directive cadre, il y a la définition de ce qu'on appelle les bons états écologiques des masses d'eau. Et donc, du fait de CSRD, des ESRS, les entreprises vont être confrontées à la question de comment est-ce qu'on appréhende le bon état écologique des masses d'eau. Une entreprise seule, sauf des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec l'eau, il y en a, mais ne va pas pouvoir avoir cette donnée directement. Il va y avoir une nécessité en fait, de travailler avec d'autres acteurs. En fait, dans la directive cadre et dans la loi eau française historiquement, il y a eu la création des agences régionales de l'eau. Il y a aussi les comités de bassin versant. Et là, l'enjeu, c'est plutôt de permettre un travail en fait, entre des organismes publics qui détiennent en fait, des informations, et notamment basées sur la science, et les entreprises. Donc il va y avoir tout un enjeu maintenant, et certains acteurs d'ailleurs officiels ont plaidé pour que l'Institut européen, l'Agence européenne de l'environnement, j'y arrive, s'empare du sujet pour que, en fait, on facilite justement le travail entre des acteurs publics qui peuvent avoir la donnée scientifique, mais qui ne travaillent pas actuellement avec les entreprises, puissent justement mieux collaborer avec les entreprises. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Et dans ce cadre-là, justement, on parle de compétitivité. Vu les enjeux géopolitiques, vu ce qui se passe, là, dernièrement, la Chine est en train de se positionner sur la matérialité, sur les investissements verts, etc. Pour ces raisons-là, plus la question des limites planétaires qui sont de plus en plus dépassées, on est en train d'en déplacer une 7e, il ne faut pas croire que la compétitivité, on va pouvoir continuer à la définir comme on la définit maintenant. Donc il y a une nécessité en fait, de la définir autrement, et c'est ce que va faire CSRD.
Donc levier de transformation et de compétitivité. Je suis désolée, on me dit qu'il faut qu'on s'arrête là. Un tout petit point, juste ça fait écho, vraiment une seule phrase. Dans ce que tu évoques, Alexandre, en fait, c'est un point qui est venu hier dans la conférence durabilité de France Invest. Et si on se rappelle, le plan d'action pour la finance durable, c'est orienter les capitaux vers les activités durables. Et du coup, un des points qui avait été évoqué, c'était la transformation du métier de CFO, qui regarde uniquement les éléments financiers, en Chief Value Officer. Et dans la notion de valeur, effectivement, on intègre maintenant tous les éléments donc extra-financiers. Donc pour moi, c'est une des conséquences effectivement est positive et une opportunité si on prend bien ces éléments en main, si on met la bonne organisation en place. Donc ça va dégager de la valeur et permettre d'aller capter des flux d'investissement. Et l'investissement, c'est le poumon de l'économie. Sans capitaux, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense que ça sera le mot parfait pour finir. Merci à tous.